Alors, bienvenue à vous toutes et à tous pour ce second webinaire que nous utilisons et nous diffusons sur la plateforme de Webikeo. Nous sommes ensemble pendant une durée d'1 heure pour parler surtout bien, du FNE formation, à savoir le thème du jour qui est comment mobiliser à nouveau le FNE formation. Donc, je tenterai de répondre à vos questions. Donc, dans la zone de chat que vous utilisez, certains, c'est le premier bouton qui se trouve en haut à droite, chat participant, où vous pouvez poser vos questions. Donc, je suis accompagnée par Thomas Champeau, qui est notre modérateur, qui sélectionnera donc quelques-unes des questions de façon à ce que je puisse y répondre. Si d'aventure je n'avais pas le temps pour répondre à l'ensemble des questions, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées de mail de façon à ce que je puisse vous répondre, alors le plus rapidement possible, au fil de l'eau, dans les jours qui suivront. Également, quelques précisions pour démarrer. Vous avez juste en dessous le chat participant un petit bouton qui correspond au sondage. Alors, les sondages permettront effectivement de rendre ce webinaire un petit peu plus interactif et de vous mobiliser sur des questions. Alors, n'ayez absolument aucune inquiétude quant à ces sondages. Ils restent anonymes. On ne sait pas qui y répond, mais cela permet de rendre le webinaire un petit peu plus interactif. Également, le diaporama vous sera adressé en même temps que nos remerciements d'ici la fin de cette semaine, de façon à ce que vous puissiez accéder à l'ensemble des documents, surtout que j'ai noté, j'ai extrait certaines adresses URL de façon à ce que vous puissiez accéder à des informations directement. Et également, si vous avez des soucis de connexion, n'hésitez pas, nous sommes assistés par Webikeo, donc je remercie puisqu'on a fait tous les tests en direct sur la plateforme et vous pourrez accéder, bien évidemment au replay de ce webinaire. Alors, qui je suis, Christine Durieux, je suis adjointe à la direction commerciale d'M2I. Cela fait maintenant plus de 30 années que je navigue dans le domaine de la formation, à la fois sur des postes de consultante, de conseil, d'ingénieur pédagogique, mais également de conseillère technique au sein des OPCO, voire de participation à des fédérations donc patronales pour accompagner des OPCO et donc des environnements pour faire des accords paritaires. Donc, directement, ce que je vous propose, c'est de passer sur les thématiques qui vont nous occuper durant cette première partie. Donc, une présentation de M2I. M2I sur lesquels je vais vous présenter qui nous sommes, le FNE formation, pour quelles entreprises et pour quels salariés, puisque ça concerne directement des salariés, vous ne pouvez pas y accéder en tant que particulier. Quelles sont les évolutions du question-réponse du ministère depuis celui qui avait été déposé au mois de juin dernier, donc un nouveau a été déposé depuis le 13 novembre. Également, qui mobiliser et comment entre OPCO, entre directs, entre organismes de formation, que les choses soient pour vous bien précises et bien claires pour savoir qui solliciter et comment les solliciter. De la même façon, vous aurez vous aurez accès à des questions via, comme je le disais tout à l'heure, la zone de chat, et j'essaierai de vous transmettre la plupart du temps les réponses à l'ensemble de ces éléments. Donc, M2I, qui nous sommes? Alors, M2I, leader de la formation dans le domaine de l'informatique, du digital, du management, de la bureautique, à la fois sur des formations présentielles, sur des formations distancielles, mais également, nous avons quelques actions de formation en e-learning, une équipe pédagogique qui nous permet de concevoir et de développer des COOC. Également, nous avons un département de formation diplômante et nous avons ouvert depuis la rentrée de septembre la 2ITech Academy, qui est notre centre de formation pour apprentis. Nous totalisons en 2019 46 millions de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires provient de formations que nous réalisons à la fois en inter, en intra, mais également ce sont des actions collectives puisque nous avons plusieurs OPCO qui sont nos partenaires. Nous travaillons également avec des éditeurs, tels par exemple SAP. Vous avez certainement entendu parler dernièrement du dispositif People to Work qui est ouvert au public de demandeurs d'emploi. Nous réalisons également de nombreuses POEC et POEI
et des formations de reconversion, notamment une formation à l'heure actuelle qui est très importante, qui mobilise le FNE Formation pour la mise à disposition de compétences dans le domaine du numérique pour une très grosse ESN, sans oublier bien évidemment le CPF. Comme vous avez pu le lire dans la presse, effectivement, il a tenu toutes ses promesses un an après son lancement. Donc, tous ces éléments, vous pouvez retrouver les principaux chiffres sur notre site et nous sommes présents également au niveau de 35 agences. Au plus proche de nos clients, que ce soit des clients du secteur privé, grands comptes du secteur privé du CAC 40, ou bien encore du secteur public, où vous voyez les principaux avec lesquels nous travaillons. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, mais nous avons mis les plus représentatifs. Notre présence, comme je vous le disais, est nationale, ce qui permet d'être au plus proche, de répondre justement à l'inclusion numérique et de disposer de centres de tests qui sont agréés, qui nous permettent de répondre à l'éligibilité des actions de formation dans le cadre du CPF, donc le fait de réaliser des actions de formation certifiantes inscrites au RNCP et au registre spécifique, et donc au plus proche de chez vous, puisque nous avons, je le répète, 35 centres répartis partout en France. Donc, passé cette présentation, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à savoir le FNE Formation pour quels salariés et pour quelles entreprises. Alors, tout d'abord, ce que je vous invite à faire, c'est de répondre à un sondage. Donc, je vais lancer. Donc, vous pouvez cliquer sur le côté, sur la partie sondage et répondre à la question suivante. À votre avis, les formations obligatoires relevant de la responsabilité de l'employeur sont-elles éligibles au dispositif du FNE Formation? Donc, j'ouvre les votes, je vous laisse quelques instants pour y répondre, sachant que n'hésitez pas, c'est totalement anonyme, donc n'hésitez pas à répondre aux questions que je vous pose. Je vous laisse encore quelques instants. Et donc, je vais bientôt clôturer les votes pour les indécis. Et puis après, je vous en ferai une publication, comme ça, vous aurez tous les éléments. Alors, je clôture. Je ferme les votes et je vous partage les résultats. Alors, au niveau des résultats, comme vous pouvez le voir, les formations obligatoires relevant de la responsabilité de l'employeur sont-elles éligibles au dispositif du FNE Formation? Vous êtes 24% à me répondre oui, 70% à me répondre non et 6% à me dire je ne sais pas. Alors déjà, je vous remercie pour vous être lancé au niveau de ces votes. Eh bien oui, c'est la majorité qui l'emporte. Elles ne sont pas éligibles au FNE Formation. Donc, ça avait notamment suscité pas mal de questionnements lors du premier recours au FNE Formation, puisque ces actions de formation sont bien de la responsabilité de l'employeur et comme toute action de formation qui est de la responsabilité de l'employeur, vous ne pouvez pas les rendre éligibles au FNE Formation. C'est notamment le cas, alors on verra qu'il y a quelques exceptions pour tout ce qui est du domaine du recyclage. Là, vous avez la possibilité de pouvoir y accéder sans aucun problème, mais toutes les autres actions de formation qui sont des formations dites obligatoires ne sont pas accessibles via le dispositif du FNE Formation. Donc voilà, donc je vais poursuivre directement au niveau du FNE Formation. Donc je ferme mes sondages. Alors, pour quelles entreprises? Alors, toutes les entreprises sont concernées par le dispositif du FNE Formation. Toutes les associations le sont également. Ça signifie que quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez et quelle que soit la taille de votre entreprise, vous pouvez avoir recours au dispositif du FNE Formation. La seule chose qui est importante, si vous le voyez en bas, il faut que vous soyez en activité partielle. Et activité partielle, aujourd'hui, c'est l'activité partielle de courte durée, qu'on appelle APDC, ou l'activité partielle de longue durée, que l'on appelle APLD.
Alors, on va s'arrêter un petit peu, bien que je ne sois pas une juriste en droit du travail, pour vous éclairer et pour vous donner les principaux éléments concernant la différence entre une activité partielle de courte durée et une activité partielle de longue durée. Il faut savoir que ce n'est pas un dispositif qui est nouveau, hein. L'activité partielle de courte durée existait déjà bien avant la crise sanitaire que nous traversons, puisque des entreprises qui ont des circonstances exceptionnelles, comme ce qui n'est pas à souhaiter bien évidemment, mais un incident ou une catastrophe naturelle qui va contraindre l'entreprise à fermer ou à réduire son activité durablement, peuvent avoir recours à cette activité partielle de droit commun. Donc, ça a toujours existé. Le dispositif a été élargi et étendu avec la crise sanitaire liée à la Covid-19. Donc, c'est pour ça qu'il s'est appelé le dispositif exceptionnel d'activité partielle Covid-19 qu'on a transformé en APDC, activité partielle de droit commun. Donc, toutes les entreprises y ont eu recours. Alors, toutes, non. Il y en a certaines, et tant mieux pour elles, qui n'ont pas eu recours au dispositif d'activité partielle durant la crise sanitaire, mais depuis le mois de mars, bon nombre d'entreprises ont eu recours à ce dispositif. À compter du 1er janvier 2021, celui-ci va changer. Donc, vous pouvez aujourd'hui avoir toujours recours à l'activité partielle de droit commun, notamment avec le reconfinement. Donc, pour vous donner des éléments de langage et une compréhension de ce dispositif, à partir du 1er janvier 2021, il change. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2021, tous les compteurs vont repartir à zéro, même si vous avez utilisé le dispositif d'activité partielle de droit commun avant. Donc, 1er janvier 2021, mise à zéro, on va dire, mise de tous les compteurs à zéro, sur une période de référence qui va aller jusqu'à 12 mois consécutifs, donc du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Vous pourrez à ce moment-là solliciter une demande d'autorisation d'activité partielle qui vous sera accordée par période et pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite de 6 mois. Cela veut dire que le maximum d'utilisation du recours à l'activité partielle, c'est 6 mois. Par contre, vous pouvez le faire en continu ou en discontinu. Imaginons que vous êtes en activité partielle, mais votre entreprise redémarre, le carnet de commandes se remplit. Sans aucun problème, vous stoppez l'activité partielle, vous reprenez une activité normale. Il s'avère malheureusement, comme ça a été le cas pour bon nombre d'acteurs, qu'il y ait une évolution des chiffres sanitaires et dans ce cadre-là, de nouveau, on est reparti sur un confinement. Donc, ce qui vous donne effectivement des périodes qui ne sont pas continues dans le cadre du recours à l'activité partielle. Donc, vous aurez le droit de pouvoir l'utiliser dans la limite de 6 mois sur une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2021. Un autre exemple, si vous avez par exemple eu recours à l'activité partielle en novembre et en décembre et en janvier, donc novembre-décembre 2020, janvier 2021, ça veut dire que là, vous avez 3 mois, les compteurs repartent à zéro à partir du 1er janvier 2021, donc on ne prendra en compte que le mois de janvier au titre des 6 mois dont vous pouvez avoir droit au titre du recours à l'activité partielle. Également, c'est un point important, c'est-à-dire que pendant cette période, il est versé à l'employeur une allocation qui va couvrir 60 à 70% de la rémunération du salaire brut antérieur du salarié. Et ça, ce sont des données que je vous donne aujourd'hui à date, et c'est valable jusqu'au 30 décembre de cette année. À compter du 1er janvier, il est précisé que si vous souhaitez avoir recours à l'activité partielle, l'allocation qui vous sera versée sera à hauteur de 36% de la rémunération antérieure brute du salarié. Bien évidemment, pour l'instant, ce sont les chiffres qui nous ont été communiqués par le ministère du Travail. Compte tenu de la crise sanitaire qui évolue et qui est en évolution tous les jours, on pourra effectivement avoir d'autres données, d'autres chiffres, à savoir que ça peut évoluer dans un sens comme dans un autre. Donc, on reviendra vers vous, on vous communiquera les chiffres dès qu'on en aura eu connaissance. Il est important également d'avoir un avis de consultation du comité social et économique pour les entreprises de plus de 50 salariés, sachant que vous devrez transmettre le procès-verbal
du comité social et économique en même temps que votre demande d'activité partielle. Donc, ce sont des éléments importants. Vous ne pouvez pas faire juste votre demande d'activité partielle sans avoir consulté euh, euh, votre CSE. Et donc, c'est important de bien avoir tous ces éléments. Lorsque vous déposez votre demande, donc je vous ai mis en bas le site sur lequel vous devez faire votre déclaration de demande d'activité partielle. Avant, c'était auprès de chacune des directs. Là, vous avez un site centralisé dont vous avez les coordonnées juste en dessous. Quand vous déposez votre demande, si vous n'avez pas de réponse dans un délai de 15 jours, cela vaut acceptation implicite de la demande. Donc, gardez bien tous les éléments de trace de façon à les transmettre puisque les OPCO demandent quelles sont les dates et les accords de recours à l'activité partielle. Mais effectivement, si vous n'avez pas eu de retour de la part de la directe, vous ne pouvez pas transmettre ces éléments. Donc, gardez bien toutes ces preuves. Donc là, on était dans l'activité partielle de droit commun. Passons maintenant à l'activité partielle de longue durée. L'activité partielle de longue durée, vers le mois de juin, on a commencé à entendre parler d'un dispositif qui allait s'appeler ARM. Et finalement, ils sont restés, puisque ça faisait beaucoup trop d'acronymes qui se mélangeaient les uns avec les autres, et ils sont restés sur la dénomination d'activité partielle, mais cette fois-ci de longue durée. Donc, cette activité partielle, ce dispositif existe depuis le 1er juillet. Donc, il y a un décret qui l'a rendu applicable le 28 juillet 2020. Tous ces éléments ont été réfléchis même avant que le gouvernement soit remanié au mois de juillet. Et donc, ce dispositif va vous permettre, dans une limite de 24 mois consécutifs ou non, donc ça revient un petit peu aux mêmes éléments dont on parlait tout à l'heure, à savoir sur l'activité partielle de droit commun, d'avoir recours à ce dispositif dans la limite de 24 mois sur une période de 36 mois consécutive. Donc, la réduction de l'horaire de travail ne peut dépasser 40% de l'horaire légal par salarié. Vous êtes soit aux 35 heures, soit à 37 heures, soit 38 heures, soit 40 heures. La seule chose, c'est que vous ne pourrez pas réduire de plus de 40% l'activité de votre collaborateur. Donc, bien faire attention, autant sur le dispositif d'APDC, de droit commun, vous pouvez réduire autant que nécessaire. Vous pouvez réduire passer à 7 heures par jour, 7 heures par jour, 7 heures par semaine. Autant là, eh bien, vous ne pouvez pas le réduire de plus de 40%. Si votre activité est de 35 heures, donc vous ne pourrez pas réduire son temps de chômage à plus de 14 heures. Donc ça, c'est important, c'est à avoir à prendre en compte. Dans certains cas, vous pouvez obtenir 50%, mais là encore, il faut des accords, des allers-retours avec la directe, avec le ministère, la DGEFP, pour voir effectivement quel est le statut et comment vous vous situez au niveau de l'entreprise. Il faut savoir que sur l'activité partielle de courte durée, vous pouvez également individualiser le recours à l'activité partielle, alors que dans le cadre de l'APLD, vous ne pouvez pas l'individualiser. Ce n'est pas personne par personne, mais à la limite, vous pouvez le faire département, service par service. Par exemple, une chaîne d'usine qui va être fermée, mais pas la totalité parce que d'autres personnes sont en activité. Donc, la réduction concerne bien, elle ne peut pas être individualisée. Ça, c'est important. Ne peuvent y avoir recours que les entreprises, on rentre un petit peu dans du juridique, mais qui ont signé un accord collectif ou un accord d'établissement ou un accord d'entreprise ou de groupe, ou bien qui ont recours à un accord de branche étendu. Alors, ça veut dire quoi? Si je prends accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, cela signifie que vous devez obligatoirement consulter votre CSE et obtenir l'accord du CSE à la majorité absolue. Donc, sans cet accord du CSE, vous ne pourrez pas déposer votre demande, c'est-à-dire que là, vous voyez que dans le bas, vous avez le portail téléprocédure où vous devez déposer votre accord signé, donc avec le procès-verbal du comité social et économique. La directe, puisque ce sont les services de la directe qui vont regarder si votre accord est conforme au droit du travail et si effectivement tout a été fait dans les règles de l'art. Ou alors, vous pouvez avoir recours, si vous ne souhaitez pas consulter votre CSE,
la seule option pour vous, c'est d'avoir un accord de branche étendu. Aujourd'hui, il en existe 3 qui ont signé un accord de branche. Vous avez la métallurgie, vous avez également le Syntec qui a signé un accord de branche étendu, et vous avez également les distributeurs de boissons. Donc, ces 3 éléments. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait en cours un accord de branche concernant les exploitants de cinéma, mais celui-là, je ne l'ai pas trouvé et je ne l'ai pas vu non plus déposé sur le site du ministère. Donc, un accord de branche signifie que c'est la branche professionnelle à laquelle vous adhérez qui s'est mis en concertation avec ces instances paritaires, collège salarial et collège patronal, qui ont défini un process complet, un accord de branche, qu'ils ont signé. Ils l'ont déposé auprès directement du ministère, de la DGEFP, pour que celui-ci soit étendu à toutes les conventions collectives qui rentrent dans la branche professionnelle, que ces branches soient signataires ou pas de l'accord. Donc, ça s'appliquera pour tout le monde. Dans ce cadre-là, en tant qu'employeur, vous faites ce que l'on appelle un document, une déclaration et un document unique unilatéral, c'est-à-dire que vous, en tant qu'entreprise, vous vous appuyez sur cet accord de branche. Donc, bien évidemment, vous consultez votre comité d'entreprise, mais vous n'avez pas besoin d'obtenir leur accord. D'accord? Donc, vous leur dites, voilà comment ça va s'organiser, qui va être concerné. Est-ce que c'est toute l'entreprise ou est-ce que c'est un département, un service bien déterminé ou plusieurs services bien déterminés qui vont être assujettis à cet accord de branche? Et dans ce cadre-là, vous transmettez ces éléments auprès du service téléprocédure. De la même façon, cela ne vous exonère pas de faire votre demande de recours à l'activité partielle de longue durée sur le site qui est juste en dessous. Donc, vous avez 2 éléments lorsque vous faites une demande de recours à l'APLD. Vous devez, déposer les accords, que ce soit un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, ou bien, si cela fait partie d'un accord unilatéral, donc qui est lié à un accord de branche, et également, dans le même temps, pouvoir faire votre demande de recours d'activité partielle sur le site qui est dédié. Vous avez juste en dessous également, tout en bas, à chaque fois, je vous extrais les éléments issus du site du ministère du Travail pour avoir des éléments complémentaires d'information ou les éléments sur les décrets, les articles de loi, les amendements, les décrets qui sont parus. Donc, voilà les éléments. Alors, il doit certainement y avoir, je pense, des questions. J'y répondrai donc à la fin si elle rentre dans mon champ de compétences, parce que je ne veux pas vous raconter une bêtise. Si je sais, je réponds. Si je ne sais pas, je peux essayer de trouver la réponse. Sinon, je vous inviterai à vous retourner vers vos conseillers ou vos experts juridiques dans ce domaine. Donc maintenant, passons aux salariés. Quels sont les salariés qui sont concernés? Les salariés concernés, ce sont tous les salariés placés en activité partielle, que vous soyez dans le cadre d'une APDC ou dans le cadre d'une APLD. Les salariés également concernés sont ceux qui sont en contrat à durée déterminée, les CDD, et ceux qui sont en parcours emploi compétences. Alors les parcours emploi compétences, c'est la nouvelle dénomination pour les parcours, les emplois aidés comme les QI ou les CAE, contrat unique d'insertion. Les alternants sont exclus du dispositif, donc ça n'a pas changé. Et rappelez-vous, l'accord du salarié est indispensable car il y a suspension de son contrat de travail. La formation doit se dérouler sur le temps qui est chômé. Donc, dans ce cadre-là, il est important que votre salarié puisse vous donner son accord à suivre la formation alors qu'il sera hors temps de travail. Vous n'aurez pas à joindre les éléments avec tous les documents auprès de votre co ou de la directe selon par qui ça va passer, mais gardez-les auprès de vous parce que s'il y a contrôle, on peut vous demander tous ces éléments concernant l'accord du salarié. Maintenant que nous avons traité donc sur cette première partie, donc qui est concerné du point de vue des entreprises et des salariés, passons sur les évolutions du question-réponse du ministère, sur cette évolution en date du 1er novembre, confirmée par le question-réponse sur le site du ministère en date du 13 novembre. Mais auparavant, je vais faire pareil, je vais vous passer un petit quiz, un petit sondage. Là, je vais vous poser la question à savoir, avez-vous, durant le premier épisode de la crise sanitaire, eu recours au dispositif du FNE Formation? Donc, c'est une question
où vous pouvez répondre par oui, par non, ou simplement, vous ne savez pas. Alors, les avis sont partagés sur le recours au dispositif du FNE durant le premier épisode sanitaire. Je vais fermer les votes. Voilà. Et je vais vous partager les résultats. Alors, au niveau des résultats, vous voyez que vous êtes 44% à avoir fait appel au FNE Formation. Donc, pour certains d'entre vous, je pense que vous le maîtrisez sans aucun problème. Pour d'autres personnes, vous n'avez pas eu recours au dispositif du FNE Formation et une personne ne sait pas, ne sait pas si elle y a eu accès ou pas, ou ne connaît peut-être tout simplement pas ce dispositif. Donc, c'est l'objectif aussi de ce séminaire. Donc, ce que je vais vous présenter directement, donc 44% pour certains d'entre vous, ça va juste être une actualisation des connaissances de ce que vous avez pu voir ou mis en œuvre, et 54% ne l'ont pas utilisé. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous posez la question, à savoir déjà, est-ce que je passe en activité partielle de courte durée et en activité partielle de longue durée? Là, c'est un choix qui vous appartient, c'est un choix, comme je le disais, stratégique. Qui relève du comité de direction et du comité exécutif, compte tenu de votre carnet de commandes et de votre orientation sur les prochains mois à venir. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'éléments complémentaires sur le FNE Formation. Merci encore d'avoir participé à ce sondage. Et donc là, on va rentrer dans le détail de l'activité, du FNE Formation dans les situations d'activité partielle. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est important, ce dispositif n'est accessible et uniquement accessible pendant la période durant laquelle vous êtes en activité partielle, qu'elle soit en activité partielle de longue durée ou en activité partielle de courte durée. Vous ne pouvez pas y accéder si vous n'avez pas opté pour l'un ou l'autre de ces dispositifs. Si vous avez obtenu donc l'accord et le recours à l'activité partielle, le déroulement de la formation doit se faire durant la période d'inactivité du salarié. Vous ne pouvez pas faire suivre une action de formation pour votre salarié alors que ce sera sur le temps de travail, sachant que, alors tout simplement pourquoi? Parce que comme vous bénéficiez d'une allocation de l'État, eh bien l'allocation de l'État ne va pas vous servir à payer la formation de vos salariés. Donc là-dessus, il faut effectivement que ce soit hors temps de travail, donc pendant la période d'inactivité du salarié. En matière de modalités d'action de formation, vous pouvez suivre une action de formation, qu'elle soit en présentiel, en distanciel ou une modalité mixte qui va associer des classes virtuelles, qui va associer du e-learning, qui va associer également du présentiel, pourquoi pas. La seule chose qui n'est pas autorisée, c'est du 100% e-learning. Donc, ces actions de formation ne sont pas autorisées à 100%. Vous pouvez, dans le cadre de l'activité du FNE Formation, demander le remboursement et la prise en charge des frais annexes tels que la restauration, par exemple. Ce sont des éléments ou certains frais de déplacement quand il s'agit de formation présentielle. Donc, ça ne pose absolument aucun problème, c'est pris en compte. Maintenant, nous allons voir ce qui change. Alors, ce qui change à compter du 1er novembre, ce qui a changé à compter du 1er novembre, puisque toutes les entreprises qui étaient en activité partielle et donc qui avaient recours au dispositif du FNE Formation pour former leurs collaborateurs, pouvaient avoir une prise en charge de 100% des coûts pédagogiques à condition que la demande soit effectuée avant le 30 octobre 2020. Depuis le 1er novembre, les règles ont changé du FNE Formation. C'est-à-dire que depuis le 1er novembre, il a été mis fin à la mixité des publics. Jusqu'alors, on pouvait mixer à la fois des collaborateurs qui étaient en activité partielle et d'autres qui n'étaient pas en activité partielle. Il y avait la possibilité de mixer ces deux publics. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est uniquement et exclusivement réservé aux publics qui sont en activité partielle. La prise en charge des coûts pédagogiques. Deux situations. Si vous êtes en activité partielle de longue durée,
vous aurez une prise en charge à hauteur de 80%. Si vous êtes en activité partielle de courte durée, vous aurez une prise en charge à hauteur de 70%. Il faut savoir également qu'en plus, pour les entreprises qui sont en APLD, vous avez un plafond de 6 000 € TTC. Alors attention, hein, on a suivi il y a quelque temps avec la Fédération de la formation professionnelle une intervention de Stéphane Rémy, donc qui fait partie du cabinet de la ministre au sein de la DGEFP, qui nous a bien expliqué que c'était un plafond de 6 000 €, ce n'est pas un plafond maximum. Donc c'est à prendre en compte comme étant, on va dire, un taux, une prise en charge standard. Bien évidemment, lorsqu'il s'agit de publics qui sont touchés dans le cadre de l'APLD avec des reconversions, avec des changements de poste ou avec une dynamique à s'orienter sur des métiers en évolution et à développer des compétences. Donc, bien évidemment, il y a des formations qui peuvent coûter plus de 6 000 € TTC. Donc, c'est un plafond. Ce n'est pas, enfin, on va dire que c'est plus un seuil qu'un plafond. Maintenant, si le montant de la formation est supérieur à 6 000 €, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas pris en charge, ça veut dire qu'il y aura effectivement une étude pour voir qu'est-ce qui justifie le montant de cette action de formation. Ce qu'il faut bien retenir également dans le cadre de l'APLD et de ce plafond de 6 000 €, si, rappelez-vous, hein, vous êtes pris en charge à hauteur de 80% des coûts pédagogiques. Cela signifie que si on se base sur une formation de 6 000 €, il y a un montant de 4 800 € qui sera pris en charge, un TTC, mais vous aurez entreprise, en tant qu'entreprise, un reste à charge de 1 200 €. Donc ça, c'est important. Donc ce plafond existe uniquement pour l'APLD. Justement, tout simplement parce que dans le cadre de la mise en place du FNE formation lié au premier confinement, il y avait un plafond d'instruction de 1 500 €, plafond d'instruction qui était compris par les uns, par les autres. Alors moi, je n'en veux absolument à aucun OPCO, ni à aucune directe, ni à qui que ce soit, mais on est humain et chacun l'a interprété avec ses connaissances, mais beaucoup l'ont compris comme étant un plafond maximum, mais ce n'était que pour une instruction. Si l'action de formation dépassait les 1 500 €, eh bien directement, il y avait instruction. Ça signifie que la directe ou bien l'OPCO, puisque les OPCO ont conventionné dans le premier cadre du confinement et de l'activité partielle, les OPCO ont conventionné avec les directs pour se voir allouer les fonds pour financer les actions de formation au titre du FNE. Et dans ce cadre-là, beaucoup se limitent à dire, non, ça dépasse 1 500 €, donc on ne finance pas. Donc le dossier était rejeté, alors que ce n'était qu'une instruction. Bien évidemment, ça pouvait aller au-delà, mais dans ce cadre-là, il y avait instruction. Donc on regardait à quoi était dû ce coût important et est-ce qu'il était prohibitif. S'il était prohibitif, eh bien effectivement, il était refusé. Mais s'il était fonction de la rareté ou de la technicité ou du fait que ce soit une action de formation qui se déroule on va dire en cours particulier, il y a des coûts qui s'imposent. Mais donc ce plafond d'instruction, puisque ça avait soulevé de nombreuses polémiques, a été supprimé par la DGEFP. Par contre, il n'empêche que les OPCO contrôleront les coûts, c'est leur rôle, ils sont dans leur droit de contrôler les coûts horaires stagiaires et de voir effectivement qu'il n'y a pas d'abus des organismes de formation. Donc, première action sur ce qui change. Également, sur ce qui a changé, eh bien, avec ce dispositif, depuis le 1er novembre, les formations internes à l'entreprise peuvent être prises en charge. Ça signifie qu'une entreprise peut former ses collaborateurs, ses salariés, pas du personnel externe, donc sur un besoin quel qu'il soit. Et dans ce cadre-là, ce qui sera pris en charge, c'est le salaire du formateur, d'accord? Pas les stagiaires, mais bien le salaire du formateur. Pas besoin également pour des formations en interne qu'il y ait une déclaration
en tant qu'organisme de formation, hein, donc là-dessus il n'y a pas de souci, ni également d'être reconnu datadocké, puisque comme le FNE mobilise des fonds publics, pour pouvoir y avoir recours, il faut être datadocké ou bien disposer de la certification Calliope ou des autres certifications reconnues par France Compétences à ce jour. Autre point important, c'est la FEST qui est éligible à ce dispositif. Alors la FEST, là-dessus, tout le monde est un peu frileux dans la mesure où la FEST, c'est du hors temps de travail. Enfin, la FEST, c'est une action de formation en situation de travail. Mais comme la formation FNE formation doit se dérouler sur du hors temps de travail, sur du temps chômé, comment je fais? Alors, ça paraît un peu compliqué parce que cela signifierait qu'il faudrait les mettre sur une plateforme école, donc on n'est pas en réelle situation de travail. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions et qui n'osent pas aller sur le dispositif de la FEST au titre du FNE formation. Mais sachez que c'est possible. La formation ne peut excéder une durée de 12 mois dans le cadre d'un salarié placé en APLD. Donc ça, c'est un maximum pour l'instant. Les demandes doivent être adressées au plus tard le 31/12/2020, c'est-à-dire avant la fin du mois. D'accord ? Pour les demandes, qu'elles soient en APLD ou en APDC, pour l'instant, à date, nous avons la date du 31 décembre 2020 avec une date de réalisation maximale de la formation qui est située au 30 juin 2021. Certainement qu'il y aura des évolutions, des modifications, mais pour l'instant, ce sont les dates que nous avons. Donc, bien faire attention entre ces dates qui sont des dates du FNE, hein, liées au FNE formation, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à différentes dates qui, elles, vont courir dans le cadre du recours à l'activité partielle de droit commun et l'activité partielle de longue durée. Donc, bien faire attention, mais pour le FNE formation, vous pouvez faire vos demandes jusqu'au 31/12 avec une date maximum de réalisation au 30 juin 2021. Si d'aventure je fais une action de formation, FNE formation, et que je l'envoie donc là courant décembre pour une action de formation qui va se dérouler en février, et finalement à fin janvier, je vois que mon activité redémarre et je fais en sorte de ne plus être en activité partielle. Quid de la prise en charge de cette formation? Normalement, si tout n'est pas précalculé de façon abusive, la formation sera et restera prise en charge au titre du FNE. Hein. Par contre, si on sait d'aventure que je vais sortir du dispositif d'activité partielle, mais je vais essayer de louvoyer et de positionner une date, faites attention, ça restera probablement pas pris en charge, hein, puisque plusieurs structures ont tenté la chose. Nous, on déconseille ce genre de pratique, hein, puisqu'il faut être véritablement dans ce cadre-là. Donc, mais vous pouvez l'avoir. Si pour une raison ou une autre, eh bien, votre salarié a commencé à suivre des formations en janvier, mais la formation s'interrompt parce que vous repartez en activité totale et que vous ne souhaitez pas faire en sorte que la formation perdure, eh bien, vous serez remboursé au prorata du temps de présence du salarié durant la formation. Plusieurs actions peuvent être financées pour un même salarié, y compris s'il a déjà suivi une action préalablement au 30 octobre dans le cadre du FNE formation. Alors, dans cette phrase, deux éléments importants, puisque ça avait soulevé également polémique, à savoir que l'interprétation des uns et des autres était de dire c'est une seule et unique formation. Non, c'était à comprendre non pas comme une seule et unique formation, mais c'était déjà un parcours de formation. Donc c'est vrai qu'un parcours, si c'est de la simple juxtaposition d'actions de formation, il faut le mettre en lien avec des compétences, un parcours de formation qui va permettre à la personne d'obtenir une compétence en lien avec son activité professionnelle. Donc aujourd'hui, on nous confirme bien que c'est plusieurs actions indépendantes les unes des autres, il n'y a pas besoin de tout faire dans une seule et même demande de FNE, mais qu'en plus, si la personne a déjà suivi une action de formation préalablement dans le cadre du FNE formation au 30 octobre 2020, eh bien, vous pouvez de nouveau lui faire suivre une nouvelle action de formation. Tous ces éléments nous ont bien été précisés par Stéphane Rémy et sont inscrits dans le question-réponse du gouvernement. Les cofinancements sur des fonds privés conventionnels ou volontaires sont possibles.
Donc ça, c'est tout à fait réalisable, il n'y a pas de souci. La seule chose qu'il faut savoir, comme dans le premier cadre, vous n'avez pas la possibilité de faire des cofinancements FSE ou avec les régions ou d'autres organismes publics. Donc c'est bien des financements sur des fonds privés, conventionnels ou volontaires qui sont possibles. Pour finir, voici le question-réponse du ministère. Donc, vous voyez qu'il est bien daté et mis à jour actualisé au 13 novembre 2020. De la même façon, je vous ai joint l'adresse URL, le lien, de façon à ce que vous puissiez le retrouver directement, sachant qu'il peut faire l'objet d'actualisation et de mise à jour régulières. Nous allons maintenant observer, je vois nous sommes ensemble depuis une quarantaine de minutes, donc si je veux tenir le timing, traiter du sujet des OPCO, des directs, qui mobiliser et comment. Donc pour les directs, je vous ai donné déjà les 2 adresses. Et pour tout ce qui va être de la formation, alors par exemple, si vous allez sur les directs Île-de-France, la directe Île-de-France, ils ont intégré sur leur site toutes les adresses spécifiques de tous les OPCO, puisque la Directe Île-de-France a décidé de conventionner avec l'ensemble des OPCO. Donc, vérifiez bien auprès de vos directs que vous pouvez conventionner avec vos OPCO. Normalement, c'est le cas. Donc, on va commencer par un petit sondage. Alors, là, au moins, je ne me suis pas trompée dans les questions. Alors, selon vous, votre OPCO peut-il contribuer au financement du FNE formation? Alors, je vais vous laisser répondre, c'est des questions oui ou non. Et je vais vous laisser quelques instants pour y répondre. Alors, je vois que ça bouge gentiment. Mais j'ai deux orientations de réponse. Alors, je ferme les votes et je vous partage les résultats. Donc, effectivement, vous êtes 85% à me dire que oui, l'OPCO peut contribuer au financement du FNE formation, non 0%, et ne sait pas 15%. Alors, ben oui, tout à fait. Votre OPCO peut y contribuer. Alors, de quelle façon? Parce que, déjà, c'est lui qui conventionne dans la plupart des cas avec les directs. Donc, c'est par lui que vous devrez passer. Et comme lors du dernier webinaire, pour ceux qui nous ont suivis, je vous ai fait un petit tour. Alors, si des OPCO nous suivent, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter pour que l'on puisse diffuser, vous accompagner sur la diffusion de ce que vous pouvez faire dans le cadre de l'accompagnement des entreprises dans cette période de crise. Je vais commencer par l'AFDAS. Alors l'AFDAS, vous avez le lien, et à chaque fois je vous ai mis le lien non pas de l'OPCO, mais le lien sur la page FNE. Donc là, en l'occurrence, l'AFDAS nomme le FNE rebond. Et vous voyez que ce qui est intéressant, alors ce sont des petites copies d'écran, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous disent qu'effectivement, au titre de la PDC et de la PLD, ils prennent proportionnellement 70% et 80% des coûts pédagogiques, mais vous avez juste en dessous des éléments qui vous précisent que des fonds conventionnels ou versements volontaires peuvent venir compléter le financement d'une action de formation FNE, que vous soyez en APDC ou en APLD. Donc, ils prennent en charge 30% des coûts pédagogiques ou 20% des coûts pédagogiques. Attention, vous avez une petite étoile, c'est comme sur tout ce que l'on commercialise, une petite étoile qui vous dit « Après décision de votre branche professionnelle ». Vous voyez que l'AFDAS comprend 44 branches professionnelles. Ces 44 branches professionnelles, effectivement, les accords ne sont pas identiques pour chacune d'entre elles. Donc, selon la branche d'appartenance qui est la vôtre, vous pourrez ou pas bénéficier de cette prise en charge complémentaire finançant le reste à charge. Donc, ça, c'est pour l'AFDAS. Au niveau d'Acto, pareil, vous avez une mise à jour en date du 12 novembre 2020
Ce qui est important, c'est qu'ils ont fait un très beau document. Alors, j'ai pas d'action chez Acto, hein, mais ils ont un très beau document de 23 pages qui est accessible à tout le monde, hein, quel que soit votre, qui peut vous donner des éléments complémentaires et de vulgarisation sur le FNE formation, qui détaille le principe et les modalités de prise en charge. Mais il y a une phrase qui est surtout très intéressante, qui est Acto, et notamment c'est avec son plan Actos Active. Acto mobilise des ressources supplémentaires afin d'assurer à ses entreprises adhérentes une prise en charge des coûts pédagogiques à hauteur de 100%. Ce qui signifie que pour les adhérents d'Acto, vous n'avez pas de reste à charge si vous choisissez de faire une formation éligible au titre du FNE formation. Donc, rapprochez-vous encore une fois, hein, tous ces éléments pour vous dire que on fonctionne aussi main dans la main. L'objectif, bien évidemment, c'est de faire en sorte que on travaille tous, mais de faire en sorte qu'on soit pour vous des facilitateurs. Donc, à partir de là, que ce soit avec les OPCO, nous, on peut vous communiquer des informations, mais allez et surtout prenez contact avec vos conseillers formation qui ont des éléments d'information également au plus proche de votre branche d'activité. Vous avez OPCO Atlas également, vous avez deux éléments. Hein, j'ai fait la copie de 2 pages où on vous donne les nouvelles modalités pour le FNE, mais également les liens vers le site du ministère et des éléments détaillés. Atlas, il faut savoir qu'ils ont mis en place lors du premier confinement un dispositif spécifique pour les entreprises qui n'étaient pas en activité partielle, qui était le Bicovid-19, qui a très bien fonctionné. C'était pour faire en sorte que toutes les entreprises de la branche côté Syntec puissent obtenir des aides financières pour justement développer les compétences. À l'heure actuelle, des informations que nous avons pu avoir, ils sont en discussion avec les partenaires sociaux pour savoir est-ce qu'ils complètent le dispositif du FNE formation pour faire en sorte que les entreprises n'aient que peu ou prou de reste à charge dans le cadre de la mobilisation de ce dispositif. Constructis, alors Constructis dit une page spécifique au FNE formation, donc vous avez 4 pages et vous avez surtout la liste des contacts à télécharger pour être accompagné par un conseiller formation selon votre région d'appartenance. De la même façon, l'Opco Commerce vous réalise une infographie toujours actualisée sur les éléments du FNE formation et toujours en lien avec les conseillers formation. Opco2i, donc lui a mis en place une infographie sur le FNE formation. Donc toujours pareil, hein, ce sont des modalités. Par contre, pour ces trois OPCO, je n'ai pas trouvé plus d'informations concernant des accords de branche. Donc, si parmi les OPCO, vous avez des OPCO qui ont des éléments d'information, n'hésitez pas à nous les communiquer ou à les communiquer sur votre site pour que vos adhérents en soient informés. On continue avec le tour des OPCO. OCAPIAT, donc pour des détails de prise en charge, pareil, actualisation du dispositif FNE formation au 1er novembre, mais également précision de prendre contact avec son conseiller en région pour voir comment faire pour mobiliser. L'OPCO-EP, alors l'OPCO-EP, c'est en cours d'actualisation sur le site pour tout ce qui concerne le FNE formation et pour toutes les entreprises qui ont recours à ce dispositif d'activité partielle, sachant que l'OPCO-EP a beaucoup à faire aujourd'hui puisque c'est l'OPCO qui a été retenu pour gérer l'ensemble des contrats dans le cadre de l'apprentissage pour les jeunes qui n'ont pas encore trouvé de contrat ou contractualisé avec des entreprises. Donc, ces locaux, ils ont très fort à faire sur ce plan-là. Locomobilité vous a positionné également une actualisation sur le recours au FNE depuis le 1er novembre avec une carte interactive qui vous met en lien avec les conseillers en région qui sont spécialisés, spécialement dédiés sur le FNE formation. Et enfin, les 2 derniers, Loco Santé, pareil, vous donne un lien actualisé, vous oriente également sur le lien directement sur le questionnaire, sur les questions-réponses du ministère et également vous présente quelle est la liste des documents qui sont à lui transmettre pour souscrire à ce dispositif. Alors, il faut savoir que dans le question-réponse, vous aurez tous les éléments qu'il vous faut transmettre à votre OPCO pour la prise en charge
au titre du FNE formation, mais certains OPCO demandent des documents différents les uns des autres. Donc, vous avez les documents du ministère et également certains OPCO peuvent vous demander des éléments complémentaires. Uniformation, donc pareil, page actualisée et surtout un petit élément important donc que j'ai extrait du site, à compter du 1er novembre, pour toute formation démarrant avant mars 2021, Uniformation prend à sa charge le reste à charge de l'employeur. Donc de la même façon, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos OPCO pour savoir quel est leur positionnement quant à ce reste à charge, que ce soit au titre de l'APDC ou de l'APLD, et également de voir quelles sont les autres modalités qu'ils peuvent vous proposer au titre des actions de formation du plan de développement des compétences. Voilà, j'en ai terminé avec ce webinaire. En dernière page, les sites du gouvernement qui sont à retenir, les principaux. C'est un rappel sur ce que nous avons balayé et vu ensemble au cours de ce webinaire. Et maintenant, ce que je vais faire, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques questions-réponses et que j'avais Thomas qui m'avait effectivement positionné des éléments en favori. Donc, je vais me permettre de regarder quels sont ces éléments. Quels OPCO sont vos partenaires? Alors, tous les OPCO, on va dire, on travaille avec tous les OPCO. C'est pas nous directement qui choisissons, mais en termes de partenariat, on a des partenariats avec les principaux comme Atlas. Selon les dispositifs, par exemple Atlas, nous sommes positionnés sur des PEC, des PEI. Nous avons également des actions collectives, mais nous avons également des actions collectives avec Acto, avec l'Opcommerce, avec l'Opco-EP. Donc, nous avons plusieurs types de partenariats avec les différents OPCO. Comment trouver les POC? Alors, comment trouver les POC? Alors, nous avons un job board et nous avons plus particulièrement des personnes chez nous qui sont en charge des préparations opérationnelles à l'emploi collectif. Donc, dans ce cadre-là, je vous invite à me laisser vos coordonnées pour que je puisse vous mettre en relation avec les personnes chez nous qui gèrent l'ensemble des POC. On peut supposer que le secteur public n'est pas concerné. Non, le secteur public n'est pas concerné puisque le secteur public a la garantie, donc vous ne pouvez pas être en chômage partiel dans la mesure où en plus tous les services publics ont été ouverts, soit toutes les personnes étaient mises en télétravail, mais en règle générale, comme vous avez une sûreté et une assurance au niveau de la fonction publique, donc, normalement, vous n'êtes pas concerné au niveau du secteur public par le dispositif d'APDC et d'APLD. Ce n'est ouvert véritablement qu'aux entreprises et qu'aux associations. Alors, peut-on bénéficier de l'activité partielle au-delà des 6 mois quand on fait partie des secteurs sensibles comme le tourisme? Alors, normalement, oui. Vous avez ce qu'on appelle, il est fait référence à ce qu'on appelle les secteurs protégés. Pour les secteurs protégés, vous avez des dispositifs bien particuliers, tous ceux qui ont fait l'objet de fermetures administratives ou des secteurs qui sont très lourdement touchés, comme le tourisme. Vous avez également le secteur de l'aéronautisme, le secteur automobile, le secteur du spectacle, le secteur du sport. Bien évidemment, n'oublions pas nos amis cafés, restaurateurs, bars et les petits commerces de proximité qui n'ont pas pu ouvrir. Tout cela sont 10 secteurs protégés et à ce titre-là, ils ont droit à des prises en compte particulières, notamment par rapport à la baisse de leur chiffre d'affaires et de leur activité. Donc, n'hésitez pas à prendre contact directement avec votre branche professionnelle, donc par rapport à votre convention collective, et également revenir auprès de votre OPCO pour voir quels sont les dispositifs qu'ils peuvent mobiliser. Il y a d'autres dispositifs d'accompagnement comme des audits qui sont réalisés de façon gracieuse par tous les OPCO. C'est un dispositif également qu'a mis en place l'État pour accompagner sur quel est le choix stratégique APDC, APLD et également qu'est-ce que l'on peut mettre en place en termes d'accompagnement supplémentaire. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos OPCO. Si nous avons été en activité partielle de mars à septembre, mais arrêtés sur octobre-novembre, sommes-nous éligibles au FNE en janvier? À partir du moment où vous êtes toujours en activité
partielle, d'accord, vous pourrez faire une demande de formation pour la réaliser en janvier. Mais comme je vous le disais, le fait d'avoir été en activité partielle de mars à septembre et être arrêté en octobre et novembre, la seule chose, c'est est-ce que vous serez en activité partielle au mois de décembre, donc et au mois de décembre et au mois de janvier pour pouvoir faire une formation, puisque le FNE formation n'est éligible que pour les entreprises qui sont en activité partielle et il faut, au moment de la réalisation de la formation, que le salarié soit lui-même en activité partielle. Une formation débutée durant l'activité à temps partiel peut-elle se poursuivre après un retour à temps plein et quelles conditions? Oui, alors il ne faut pas que ce soit prédéfini à l'avance. Si vous étiez en activité partielle et puis vous êtes revenu sur un temps plein, mais vous n'avez pas pu finir votre formation parce que finalement la reprise de l'activité a été plus clémente pour vous. Donc dans ce cadre-là, vous pouvez, et c'est bien écrit dans le question-réponse du ministère, que l'action de formation restera prise en charge à 100%. Enfin, 100%, donc à 80 ou 70% selon le cas. La seule chose, il faut effectivement qu'elle ait débuté au niveau de l'activité partielle et que ce ne soit pas, on va dire, prédéfini par avance, quoi. La prise peut-être 100% chez certains OPCO. Oui, tout à fait. Vous avez des OPCO, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure, donc certains OPCO qui vont prendre le reste à charge, tout à fait. Les OPCO peuvent-ils prendre en charge sur leur fonds les 30 ou 20% restants? Certains, on l'a vu, peuvent le prendre en charge, d'autres ne le peuvent pas, ou d'autres sont en voie de résolution, c'est-à-dire vous avez effectivement des consultations aujourd'hui qui se font au niveau des instances paritaires et ils sont en train de se décider. C'est la raison pour laquelle je vous incite et je vous invite véritablement à prendre contact avec vos conseillers formation au sein de votre OPCO pour savoir quel est leur positionnement vis-à-vis de ce reste à charge. Mais on l'a vu, certains OPCO vont le prendre en charge, d'autres pour l'instant sont en voie de décision ou d'autres vont se dire non. Alors tout simplement pourquoi? Parce que certains OPCO n'ont pas mobilisé des enveloppes qu'ils avaient au cours de l'année 2019 prédéfinies, préallouées, comme par exemple la PROA. La PROA n'a pas pu se faire, déjà parce que c'est un dispositif qui est mal mis. En plus, c'était assujetti à des accords de branche qui devaient être ensuite étendus. Donc, on commence juste à voir les accords de branche étendus apparaître à l'heure actuelle. Donc, ils ont des enveloppes qu'ils n'ont pas utilisées, des enveloppes financières. Donc, ils vont les réutiliser justement pour accompagner les entreprises qui sont en difficulté. Donc, rapprochez-vous de vos OPCO pour savoir quel est leur positionnement. Comment fait-on pour faire une demande aujourd'hui alors que je n'ai pas encore d'accord pour le chômage en janvier ou en février? Alors déjà, il faut savoir, c'est votre positionnement. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en APLD? Est-ce que vous êtes en APDC? On a vu qu'en APDC, c'était un accord que vous alliez avoir certainement pendant 3 mois. À vous de voir, de positionner vos actions de formation. S'il y a reprise d'activité, entre guillemets, tant mieux pour vous. Si la formation a débuté comme indiqué et que ce n'était pas, on va dire, envisagé de façon non autorisée, envisager de faire une formation alors que vous pensiez effectivement reprendre en janvier ou en février, mais l'action de formation restera à elle prise en charge à 100%. Par rapport à l'éligibilité des formations internes, quels sont les critères de prise en charge? Vous avez tous les critères, c'est-à-dire il faut, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'être un organisme de formation déclaré. Il faut que vous puissiez justifier des feuilles de présence, que vous puissiez justifier également du programme de formation qui correspondent avec des durées, publiques, objectifs, contenu défini, quel est le parcours pédagogique, quels sont les éléments que le formateur, ce que je vous expliquais tout à l'heure, que le formateur également, lui, dispose des compétences à transmettre les informations en lien avec le sujet qu'il va développer et également qu'il ait la compétence pour accompagner un groupe d'adultes, que vous puissiez également prouver par une évaluation de fin de formation des qualités de satisfaction.
Pour cela, rapprochez-vous également de votre OPCO. Votre OPCO peut vous demander certaines spécificités. Donc, les éléments sont importants pour les prises en charge en interne. Donc, même question que Fabien, voilà, pour les prises en charge en interne. Que c'est pour les salariés uniquement en CDD et pas de formation 100% en ligne. Non, les formations 100% en ligne ne sont pas autorisées. C'est bien précisé dans le questionnaire, dans le question-réponse du gouvernement. Uniquement en CDD. Alors, pas en CDD, c'est des salariés qui sont en CDI, en CDD. Par contre, sont exclus, tel que c'est positionné, sont exclus les personnes qui sont en alternance, donc ne sont pas prises en charge. Pendant la formation du salarié, il doit apparaître en activité partielle dans nos effectifs et pas en formation liée à la baisse d'activité. Information. Ce sont je comprends pas trop bien votre question, donc on essaiera d'échanger dessus. C'est pour lorsque vous êtes en baisse d'activité, vous pouvez avoir une baisse d'activité et mettre vos collaborateurs en activité partielle. Et dans ce cadre-là, effectivement, si la personne est déclarée en activité partielle, elle peut avoir recours au FNE formation. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Pas entendu la réponse. Question sur le 100% en ligne, possible ou pas? Non, ce n'est pas possible. Pas du tout possible 100% en ligne. Donc, c'est bien précisé, le e-learning n'est pas autorisé. Il faut qu'il y ait accompagnement du collaborateur. Que les salariés qui suivent les formations FNE doivent être bénéficiaires des actions de maintien dans l'emploi auxquelles s'engage l'employeur qui demande à bénéficier de l'APLD. Tout à fait. Les salariés qui suivent les formations FNE doivent être bénéficiaires des actions de maintien dans l'emploi auxquelles s'engage l'employeur. Tout à fait, parce que vous devez fournir un dossier hyper complet auprès de la directe pour être éligible et vous aurez de toute façon, au terme de tous les 6 mois, dans le cadre de l'APLD, faire un point d'étape avec les directs pour savoir si vous reconduisez ou pas l'APLD et si votre carnet de commandes, votre chiffre d'affaires est toujours en baisse durable par rapport à ce que vous escomptiez. Faut-il que l'entreprise ait un numéro de SIRET, organisme de formation différent? Non, vous n'avez pas besoin. Pour les formations en interne, elles sont en interne et vous n'avez pas besoin d'avoir un numéro de déclaration d'existence. Donc, vous n'en avez pas besoin. C'est la différence également par rapport aux éléments que l'on a vus dans le premier FNE formation, où là, il fallait avoir un numéro de déclaration d'existence. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir un numéro de déclaration d'existence. On doit remplacer l'activité partielle par de la formation dans nos logiciels de gestion de temps. On ne doit pas maintenir leur salaire car ils sont en formation. Alors là, également, je comprends pas trop la question et malheureusement, je ne vais pas pouvoir m'attarder davantage dessus. Et du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Auprès de M2I Formation, l'ensemble des personnes qui auront les réponses me les adresseront. Dites-leur que vous avez suivi le webinaire de ce jour avec Christine Durieux, de façon à ce que les questions me soient reroutées. Et dans ce cadre-là, si vous m'avez mis vos coordonnées via l'inscription au niveau de Webikeo, eh bien, j'essaierai de reprendre les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre et vous adresser les réponses. Eh bien, écoutez, merci d'être resté avec nous pendant tout ce temps. J'espère que j'aurai pu répondre à l'essentiel de vos questions. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous questionner, à revenir vers nous, à nous solliciter pour tout élément complémentaire. Et puis, merci encore de nous avoir suivis. J'espère à très bientôt. Je vous souhaite de vous porter le mieux possible et de prendre soin de vous et surtout de passer les meilleures fêtes de fin d'année qu'il soit pour clôturer cette fin d'année 2020. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.